un petit instant, voilà. Nous allons commencer, on essaie comme d'habitude d'être à l'heure pour que vous puissiez commencer votre journée de travail à 9h. Donc on se retrouve, voilà, désolé, nous sommes en format distanciel, mais on ne voulait pas annuler cette matinale sur un sujet qui nous intéresse tous, à plusieurs titres, et aussi les plus grandes collectivités, aux plus petites collectivités. Alors, il s'agit du sujet sur la nature dans nos villes et nos villages, dans le sens où elles peuvent être bénéfiques pour les aménagements et pour différentes raisons lors des opérations d'urbanisme que l'on peut mener. Alors, nous avons Cécile Khalifa-Noubache, qui vous avez déjà vu, qui est à côté de moi, architecte paysagiste à l'agence, qui fera une présentation un peu de cadrage. Et ensuite, vers 8h20, Cathy Kuhn, notre collègue de l'agence d'urbanisme de Montbéliard, l'ADU, vous fera une présentation d'une opération très concrète. On la remercie voilà, elle aurait dû venir à 8h du matin. Bon, on l'a laissée quand même chez elle à 8h du matin à Montbéliard. Voilà. Ça fait partie des atouts des agences d'urbanisme de pouvoir se partager les bonnes pratiques, et puis peut-être nous dire aussi s'il y a des choses qui n'ont pas forcément très bien marché dans l'opération. On n'est pas là non plus pour faire tout est parfait, il y a des fois des choses perfectibles. Voilà, donc je vous remercie tous d'être présents. Il y a beaucoup d'inscrits actuellement, nous sommes combien de connectés? 20, une vingtaine. Voilà, ça devrait arriver. Je vous souhaite une bonne séance. Alors, je vais m'occuper, moi, du chat. Si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez les poser, lever la main et les poser, et on vous entendra. C'est toujours vivant d'avoir des interlocuteurs qui nous parlent. Mais si vous avez une question, voilà, vous souhaitez écrire, moi, je reprends le chat et ensuite, je relais vos questions. Il n'y a pas de souci. Je fais des groupements de questions. Voilà, ce sera mon rôle de chatteuse. Je ne sais pas comment on dit. Voilà. Chatteuse, peut-être. Bon, Oui. eh bien, je laisse la parole à Cécile. Moi, je vais être discrète dans mon coin. La caméra va se tourner automatiquement vers Cécile et moi, je mets mon masque. Merci, Viviane. Donc, bonjour à tous et bienvenue. Donc, on va voir ces deux présentations et puis à la fin, on aura un petit temps d'échange. Donc, soit voilà, regardez les questions que vous avez pu poser sur le chat tout au long des présentations, soit effectivement prendre la parole. Alors, aujourd'hui, on va parler de nature en ville. Alors, je vais déjà partager mon écran et vous montrer la petite présentation. Normalement, ça prend un petit temps, mais ça devrait marcher. Voilà. Donc, j'espère que vous visualisez bien les diapos. Bien, donc, comme je disais, on va parler de nature en ville aujourd'hui. Mais il me semblait intéressant en préalable de faire un petit point sur le fait que le concept de nature en ville, ce n'est pas quelque chose de figé. Il a évolué en parallèle de l'histoire de nos villes et de nos sociétés. Donc, pour ne pas remonter trop loin dans l'histoire, je vais quand même évoquer le 19e siècle. Les plantations en ville, à cette époque, ont été une réponse aux problèmes de santé publique et de pollution liés à la soudaine expansion des villes de la révolution industrielle. Donc, les mailles plantées, les cités-jardins, les parcs horticoles, ils avaient un rôle d'embellissement et traduisaient une vision hygiéniste de l'urbanisme. Ensuite, on a une deuxième étape, un autre grand tournant à l'après-guerre, qui a été l'avènement du tout automobile avec le phénomène de périurbanisation, l'urbanisme de zonage. Alors, c'est d'ailleurs à cette époque-là que le terme d'espace vert a été créé. Effectivement, la nature en ville, elle se résumait souvent à des aplats de gazon bien verts, bien monospécifiques. Et les arbres étaient souvent réduits à guère plus que du mobilier urbain. Donc, à cette époque, la gestion des espaces verts, elle met à profit les nouveaux outils associés à la motorisation agricole et les nouveaux produits de l'industrie chimique. Et une troisième étape, finalement, avec la prise de conscience environnementale, petit à petit, à partir des années 80-90, on en vient au concept de ville durable.
et on en vient aussi à une meilleure prise en compte de l'aspect naturel des espaces verts, et ça amène progressivement à des techniques de gestion qu'on appelle la gestion différenciée. Alors, la gestion différenciée des espaces verts, c'est un peu une question de bon sens, en fait. Hein. Ça consiste à adapter la gestion des espaces verts en fonction des caractéristiques de chaque espace. Donc, on va de l'espace prestigieux, l'espace de représentation de centre-ville, donc très fleuri, très horticole, jusqu'à des espaces d'aspect plus naturel, avec un mode de gestion plus extensif. Donc là, sur l'exemple qui est présenté ici, c'est ce qui était proposé à Guebwiller, donc avec leur propre typologie d'espace. Eh bien, à Mulhouse, ils ont une autre typologie d'espace. Ça s'adapte en fait un peu aux caractéristiques de chaque ville. Bon, en gros, le principal objectif quand même de ce mode de gestion, au départ, c'est de réduire les traitements phytosanitaires. Et donc, à la place, on met en place des moyens mécaniques et des pratiques alternatives. Ça s'accompagne aussi souvent d'une plus grande variété de végétales. Et puis, il y a une préférence aussi envers les essences plus locales. Donc, pour résumer, une préoccupation d'efficacité des interventions et aussi d'économie des ressources, notamment par rapport à la réduction des besoins en arrosage. Alors, ce qui est important de savoir aussi, c'est que c'est un changement de pratique. Hein, donc, il y a un accompagnement à faire auprès des agents. Il y a des changements de méthode et de matériel aussi. Et donc, les collectivités peuvent se faire accompagner par des organismes tels que la Fredon, par exemple, qui peuvent accompagner donc les villes dans la mise en place de la gestion différenciée. Donc, de nombreuses communes sur M2A ont déjà mis en place ce type de gestion hein, à différents niveaux, à différents degrés. Voilà, j'ai vu récemment Pfastad communiquer auprès de ses habitants parce qu'elle pratique la tonte tardive des espaces verts. Et à Mulhouse, eh bien, je sais que 50% des espaces gérés par la ville sont gérés de manière extensive. Donc, on en revient à mon petit schéma temporel là, et on voit donc depuis le XVIIIe siècle où a été théorisée la séparation entre nature et culture, les choses ont quand même évolué et petit à petit on en vient vers un système de pensée où l'homme redevient partie intégrante de la nature. Et les choses, bien, elles continuent à évoluer. Dans la gestion des espaces verts, on parle maintenant de gestion écologique des espaces verts. Donc, ça se traduit par une gestion plus intégrée encore. Donc, les espaces sont plus pensés en interaction les uns avec les autres au sein d'un système. Et puis, les modes de gestion laissent une plus large part aux dynamiques naturelles. Donc, en fait, il s'agirait d'avoir une approche plus écosystémique, entre guillemets, de cette nature en ville. Alors, à ce stade, puisqu'on parle d'écosystème, ça serait intéressant de définir un petit peu ce terme qui est utilisé ces dernières années un peu à toutes les sauces. Alors, en écologie, un écosystème, c'est un ensemble formé par une communauté d'êtres vivants qui fonctionne en interaction avec son environnement. Et par extension, on utilise cette métaphore dans le monde économique, en sociologie, en psychologie et bien sûr dans le numérique. Et en écologie, il y a aussi un point qui est important en termes d'écosystème, c'est que c'est un système naturel dynamique. Donc, on a une évolution avec le temps, un changement au cours du temps. Donc, si on applique cette notion d'espace naturel urbain, ça veut dire qu'on va tenir compte de l'ensemble du système, hein, de l'ensemble des espaces, comme je le disais, et qu'on va surtout s'intéresser aux liens et aux interactions entre les composantes du système. Et donc, on l'a vu, cette approche, elle permet de comprendre des systèmes complexes. Et elle est issue de l'écologie, on l'a vu, mais elle s'applique finalement à des systèmes sociaux ou économiques. Donc l'idée, ça serait de se dire pourquoi pas en fait s'inspirer de ce genre d'approche pour développer une nouvelle manière de faire la ville et donc de placer les processus écologiques et la biodiversité au cœur du projet urbain.
Donc voilà quelques pistes de réflexion, mais plus concrètement, on va en revenir à nos espaces de nature en ville, donc avec la gestion écologique des espaces verts. Donc là, comme je le disais, ça va plus loin que la gestion différenciée. Donc, ce mode de gestion écologique, il va intégrer plus largement toutes les thématiques du développement durable. Et j'en veux pour exemple donc, ce label Éco-Jardin qui a été créé assez récemment et qui n'est pas qu'un label, hein, c'est toute une démarche d'accompagnement avec un référentiel, des guides pratiques et méthodologiques et aussi tout un réseau d'échanges d'expériences. Donc, ce label est accordé à des sites ouverts au public, hein, en fonction de cette thématique. Donc, certaines, on le voit, donc vous l'avez exposé ici, certaines qui sont directement en lien avec la biodiversité, hein, la faune et la flore, mais aussi les sols et l'eau. Et puis, il y a aussi la prise en compte de l'intégration paysagère, donc la connectivité avec le grand territoire. Ça, c'est bien intéressant. Et puis, cette idée que l'homme fait partie du système toujours, et donc on intègre la question de la formation des agents et de la sensibilisation auprès des publics. Donc, relativement proche de nous, il y a Dijon et Besançon, par exemple, qui ont plusieurs sites labellisés Éco-Jardin. Et puis, il y a certainement, finalement, déjà des sites en région mulhousienne qui pourraient prétendre à ce label. Et ce qui est intéressant, c'est qu'adhérer à cette démarche, ça peut aussi permettre de développer et d'approfondir les pratiques. Alors, comme vous l'avez sans doute constaté, la nature en ville a pris un coup de projecteur ces 2 dernières années, finalement avec la crise sanitaire, puisque à partir du premier confinement, ça a agi un peu comme un révélateur du besoin de nature des citadins, mais ça a aussi été parfois l'accélérateur de changements de pratiques de gestion des espaces verts. Alors, on a cet exemple à Grenoble, puisque la ville était déjà engagée dans une gestion écologique des espaces verts, mais pendant les 2 mois du confinement au printemps 2020, l'entretien a été par nécessité très minimal. Et finalement, cette période de relatif laisser-faire a été riche d'enseignements et il a été décidé en fait de continuer dans cette voie. Donc, comme je le disais, un peu par nécessité, mais finalement, il était difficile de rattraper, entre guillemets, le retard à l'été. Donc, ils ont finalement décidé d'assumer et de laisser de grands espaces là où c'était possible, avec une plus grande place donnée à la nature sauvage, donc sur des lieux qui restent bien visibles, mais qui ne vont pas empiéter sur d'autres usages de loisirs, par exemple. Et donc, ça aboutit à la création d'îlots avec très peu d'intervention dans des grands parcs et voire pas du tout d'intervention de gestion. Alors, bien sûr, tout ça, ça change les habitudes. Il y a encore des précautions à prendre pour s'assurer de l'acceptabilité sociale de cette végétation spontanée qui, encore souvent, peut sembler un peu folle ou même pas très propre pour certains. Après, finalement, les choses ne sont pas si caricaturales, hein. Il y a une enquête de l'Observatoire des villes vertes en 2021 qui montre bien qu'une vaste majorité des citoyens a une vision positive de cette végétation spontanée en ville, même si, pour être pleinement appréciée, il faut encore qu'elle soit un peu encadrée pour ne pas donner le sentiment d'être trop envahissante. Donc, il y a un enjeu d'équilibre des usages, de relative mise à distance encore, qui indique qu'il faut penser à aménager les abords de ces espaces de nature sauvage en ville, d'assurer une transition et une bonne intégration, et aussi de penser à l'accompagnement et la sensibilisation par rapport à ces nouvelles façons de faire.
Donc voilà, qu'on ne s'y trompe pas, c'est quand même un changement profond de mentalité sur des espaces du quotidien qui nous entourent en ville. C'est vrai qu'on évoque les mots de non-intervention, de laisser faire, voire d'ensauvagement. Alors parfois on peut effectivement avoir des a priori négatifs. Alors c'est un peu en partie, je dirais, à cause d'une méconnaissance du vivant et puis peut-être un manque de compréhension de l'environnement naturel qui peut nous entourer. Donc, il y a vraiment un enjeu de pédagogie, en fait, de sensibilisation et aussi peut-être de fournir des moments, des espaces en ville où les citadins puissent vivre une réelle expérience de nature au quotidien. Je cite le paysagiste Henri Bava qui, il y a quelques jours, lors du colloque de la Fédération des agences d'urbanisme, a parlé un peu de ce sujet-là et il a évoqué l'idée que dans l'histoire de la conception urbaine, il y avait eu Haussmann avec la composition urbaine et puis Rem Koolhaas avec la programmation urbaine et qu'aujourd'hui, eh bien, il était peut-être plus question de révéler ce qui est déjà là. Donc l'intervention sur nos milieux urbains consisterait peut-être parfois tout simplement à aller dans le sens des dynamiques naturelles et simplement de les guider. Donc pour ça, il est intéressant que dans les équipes de conception de projets, il y ait des architectes, des urbanistes, des paysagistes, mais aussi des naturalistes, des écologues, des pédologues. Et ce travail de révéler ce qui est déjà là, c'est par exemple ce qu'a fait Gilles Clément et Coloco à Montpellier, donc l'exemple que vous voyez affiché ici. Ils ont redonné en fait au terrain vague un peu ses lettres de noblesse. Et donc avec ce plan, cette stratégie de gestion des délaissés. Et ici, les délaissés sont vraiment vus comme une opportunité de tisser des continuités écologiques et de rendre accessibles de nouveaux espaces aux habitants. Donc, ça m'amène, en fait, pour conclure mon intervention, à parler de la question des friches, puisque les friches urbaines, eh bien, elles sont souvent considérées comme des espaces en attente d'être urbanisés. Et pourtant, ces délaissés, c'est une aubaine pour la biodiversité urbaine, que ce soit comme refuge de nombreuses espèces, ou alors comme relais entre des espaces verts urbains existants au sein des villes. D'ailleurs, il a été observé que certaines friches abritent une plus grande biodiversité que des espaces de type square ou jardin public. D'où l'importance de connaître la qualité de ces friches avant d'envisager de les urbaniser ou même de les renaturer d'ailleurs. Il y a certainement une approche globale à avoir sur l'ensemble des friches d'un territoire afin d'avoir une stratégie qui permette d'en valoriser une partie pour la construction, par exemple, mais aussi de savoir utiliser les atouts des sites qui ont un intérêt écologique en les préservant et les mettant en valeur. Il faudra également être prudent, selon moi, au moment de la mise en place de la politique du zéro artificialisation nette, dont vous avez probablement entendu parler, et qui s'accompagnera sans doute d'une recherche d'espaces à renaturer en compensation de l'artificialisation des espaces agricoles ou naturels. Et du coup, c'est vrai qu'envisager une renaturation lourde, sur une friche dont les milieux sont déjà assez riches serait plutôt contre-productif. Donc, les images que vous voyez sur cette diapo, c'est des images prises dans le parc de Südgelände à Berlin. Ce parc a pris place en fait sur une friche de 18 hectares après l'abandon d'une gare de triage dans les années 50. Donc, il a été laissé longtemps à l'abandon. Et puis, à partir des années 90, il y a un site qui a été protégé au titre des espaces naturels et il a été également aménagé en tant que parc. Donc, c'est un bel exemple de renaturation passive et spontanée en milieu urbain. Aujourd'hui, on a des prairies sèches, des forêts qui abritent une grande richesse et d'ailleurs, il abrite une soixantaine d'espèces protégées. Et c'est aussi un lieu où l'homme a sa place puisque le site accueille des visiteurs et des événements artistiques et culturels.
Donc voilà, on a vu qu'on pouvait composer avec des dynamiques naturelles. Cathy Kuhn va nous parler d'un site là où effectivement ces dynamiques naturelles ont été mises à contribution, mais de manière là un peu plutôt volontaire pour contribuer à la gestion de la pollution d'un ancien site industriel en milieu périurbain. Donc je lui laisse la parole et puis on aura un petit temps d'échange et de questions à la suite. Merci beaucoup. Voilà, j'arrête mon partage et je laisse Cathy partager sa propre présentation. Merci beaucoup pour cette présentation et je pense que ça fera écho à ce que je vais présenter également avec cette très belle introduction. Voilà, est-ce que vous voyez tous le diaporama, c'est bon? On le voit. Parfait. Donc, effectivement, à partir d'un exemple concret sur Vieux-Charmont, juste à côté de Sochaux et de l'usine qui est bien connue du site de production de Stellantis, hein, anciennement Peugeot, nous avons un site industriel qui pose un certain nombre de questions et qui a vocation à être resitué dans l'ensemble du système industriel du Nord-Franche-Comté. Sur ce site, on a comme projet d'appliquer un mode de gestion de la pollution qui est un peu particulier, qui s'appelle le phytomanagement. Donc, je vais présenter en plusieurs parties. D'abord, pour savoir ce que signifie le phytomanagement et les phytotechnologies, de manière à ce qu'on sache bien de quoi on parle. Je vais vous montrer ensuite comment on peut inscrire ces techniques de gestion dans un projet de recherche, le projet Ecopolis, qui est financé par l'Agence nationale de la recherche et qui regroupe un consortium de laboratoires publics, privés et les agences d'urbanisme du Nord-Franche-Comté. Ensuite, on verra l'application sur la friche de Vieux-Charmont et enfin les avantages et les limites de ce mode de gestion. Alors d'abord, de quoi parle-t-on quand on parle de phytomanagement? C'est une approche qui est souvent confondue avec la question de la dépollution par les plantes. Or, ce n'est pas nécessairement ça et pas que ça. Le phytomanagement, c'est une approche qui est vraiment innovante et intégrative, c'est-à-dire qu'on cherche à la fois à gérer la pollution qui est située sur un sol pollué, avec un objectif de réhabiliter les sols contaminés ou d'éviter la propagation et la diffusion de la pollution. Mais on recherche également à essayer d'exploiter la biomasse qui est produite sur ce site, soit sous la forme de végétation herbacée, soit sous la forme de végétation arbustive ou arborée. Et c'est sur ce volet-là que les recherches doivent encore être poussées pour savoir avec quelles possibilités de débouchés existent pour la biomasse qui est produite sur ces sites et quelles garanties on peut avoir en termes de sécurité pour ne pas disséminer la pollution lorsqu'on utilise de la biomasse extraite de ces sites-là. Et ensuite, les phytotechnologies, ce sont donc un ensemble de techniques qui sont gérées sur place, donc in situ, et qui utilisent des végétaux, soit pour immobiliser la pollution, soit pour l'extraire, soit pour les dégrader au niveau des sols ou des parties des racines. Vous avez là un exemple qui nous a été donné par le laboratoire Chrono-Environnement sur Métal Europe, où il y a l'objectif de redonner une fonction de production à des sites qui sont hors d'usage et de stabiliser les sols. Alors, quels contaminants peut-on traiter avec les phytotechnologies? Il faut savoir que quand on s'engage dans une procédure de ce type-là, c'est très important de connaître la nature de la pollution. Et donc, avant d'enclencher des démarches de gestion par les plantes, il faut faire un certain nombre d'études de pollution qui sont assez poussées, avec un carroyage assez fin, pour connaître les différents types de polluants qui sont situés sur un site, souvent sont des sites industriels anciens. On les a classés en deux catégories. Hein. C'est l'ADEME qui classe de cette manière-là, avec les polluants inorganiques
qui sont tous les éléments traces métalliques, donc cadmium, nickel, chrome, cuivre, le plomb, le zinc, l'arsenic. Et la deuxième grande catégorie sont les polluants organiques, donc tous les hydrocarbures ou dérivés d'hydrocarbures, mais aussi les solvants et autres. Sur les polluants inorganiques, certains peuvent être stabilisés au niveau des racines pour éviter que les sols soient lessivés et que la pollution ne se diffuse dans les nappes phréatiques et les cours d'eau notamment. Donc les polluants concernés par la phytostabilisation sont essentiellement le cadmium, nickel, chrome, cuivre, plomb, zinc et arsenic. Et puis, il y a des plantes qui sont capables d'extraire un certain nombre de polluants inorganiques dans la limite de la fraction absorbable par ces plantes. Et là, on retrouve aussi l'arsenic, le cadmium, le nickel, le zinc et le cuivre. Donc, selon les plantes qui sont choisies sur un site ou qui se développent spontanément sur un site, soit la fraction absorbable par les polluants est stabilisée au niveau des racines, soit elle est extraite dans les parties aériennes de la plante, et ensuite, éventuellement, elle peut être retirée et exploitée. Sur la deuxième catégorie de polluants, les polluants organiques, on a une rhizodégradation ou une phytodégradation. Rhizo pour la dégradation par les racines et phyto pour la dégradation au niveau des voies aériennes et des parties du feuillage. Donc on a les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les PCB, les solvants chlorés, les pesticides. Donc en cas de mélange de polluants, on a forcément besoin d'un avis d'expert pour savoir quel type de plante est le mieux adapté. Et des recherches sont encore en cours à l'échelle nationale et européenne aujourd'hui pour étudier les possibilités d'utiliser telle ou telle plante par rapport à une nature de pollution. Et enfin, il y a des micro-organismes qui peuvent être présents dans le sol ou apportés au substrat, comme des bactéries et des champignons, qui peuvent faciliter la dégradation ou la stabilisation par les plantes au niveau d'un site pollué. Donc, on a sur le premier volet tout ce qui concerne la stabilisation. Dans le schéma de fonctionnement que vous voyez, qui est également tiré d'un ouvrage de l'ADEME, la stabilisation des contaminants, elle concerne essentiellement les éléments traces métalliques du sol. Il y a peu de transfert dans ce cas-là, c'est l'objet de la flèche avec la croix qui est un peu verte qui va vers le bas. Donc, ça réduit le lessivage et l'absorption des polluants au niveau des nappes phréatiques. Et les polluants restent concentrés dans la zone racinaire et les racines grâce à ce que font les plantes et la façon dont elles agissent quand elles sont compatibles avec ce type de contaminants. Et du coup, il y a très peu, voire pas du tout, de transfert de polluants dans les parties aériennes. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, la récolte de la biomasse sur ces secteurs-là peut être utilisée, par exemple, pour de la méthanisation ou de la production de fibres qui peuvent être intégrées après dans des secteurs économiques. Tout ça, c'est encore à l'état de recherche pour le moment. Le deuxième schéma, c'est l'extraction d'une partie des contaminants par les plantes. Et là, le transfert se fait dans les parties aériennes. On récolte la biomasse et elle est enrichie en polluants. Quand elle est enrichie en polluants, certains polluants peuvent être réutilisés comme biocatalyseurs dans un certain nombre de procédés chimiques. Et ça fait également l'objet de recherches actuellement pour que les éléments traces métalliques qui étaient dans le sol puissent être une ressource en les réutilisant une fois qu'ils ont été transférés au niveau de la plante. Et le troisième schéma tout à droite, c'est la dégradation des contaminants par la plante. Et là, il s'agit en général de contaminants organiques. Et donc, c'est comme si la plante se nourrissait d'une partie des éléments du carbone ou autre pour les utiliser elle-même pour son propre développement. Il peut y avoir également un transfert d'une partie des polluants lorsque tout n'est pas utilisé
par la plante. Donc, les deux derniers procédés d'extraction ou de dégradation, ils contribuent partiellement à la dépollution par transfert ou par digestion, entre guillemets, du polluant par la plante. Mais partiellement seulement, vous comprenez bien, parce que la plante ne peut absorber que ce qu'elle peut digérer. C'est comme nous, le chocolat à Noël, si on en mange trop, on est malade. Et ne peut digérer que ce qui est accessible au niveau de ses racines. Donc ce qui est en profondeur, c'est plus délicat aussi. Alors, pour le projet de recherche Ecopolis, il y a eu un appel à projet au début du confinement là, de l'Agence nationale de la recherche en 2020. Et nous avons été retenus au sein d'un consortium qui regroupe le laboratoire Chrono-Environnement, qui est le pilote global du projet, et deux agences d'urbanisme, l'agence d'urbanisme de Montbéliard et l'agence d'urbanisme du territoire de Belfort, pour pouvoir conduire des études à la fois sur le site de Vieux-Charmont que je vais vous présenter plus tard, mais aussi pour voir si cette méthode peut être essaimée sur d'autres sites du Nord-Franche-Comté et comment on peut sensibiliser la société civile pour que la démarche soit acceptable. Donc le projet se déroule sur 42 mois avec 6 tâches différentes qui sont portées par les différents laboratoires et les agences d'urbanisme, et 2 sont pilotées par l'agence de Montbéliard en partenariat avec l'agence de Belfort. C'est le Work Package 5 qui vise à identifier les sites propices au phytomanagement, et le 6 qui vise à sensibiliser la société civile ainsi que les responsables politiques à l'intérêt de cette méthode. Donc pour nous, quand le laboratoire Chrono-Environnement, qu'on connaissait déjà par ailleurs, nous a proposé de participer à la réponse à cet appel à projet de l'ANR, c'était très important de nous impliquer parce qu'il y a un enjeu urbain, comme le rappelait Cécile tout à l'heure. On est dans des territoires industriels, et c'est vrai à Mulhouse, comme ça l'est sur le Nord-Franche-Comté ou dans le nord de la France. Ces territoires industriels, ils ont un certain nombre de friches qui sont laissées par l'industrie du 19e siècle notamment, ou du début du 20e. Il y a un véritable enjeu urbain pour pouvoir changer de paradigme à propos de ces sites-là et passer d'une logique de déchets à une logique de ressources qui permettent la reconquête de sites délaissés et potentiellement mutables. Alors, pour conduire la tâche numéro 5, la première des choses que nous avons faites avec l'agence de Belfort, c'est d'identifier l'ensemble des sites industriels anciens du Nord-Franche-Comté. On en a trouvé environ une centaine, mais tous ne sont pas forcément des friches. Donc, il a fallu qualifier cette centaine de sites pour savoir distinguer ceux qui étaient entretenus, ceux qui étaient déjà reconvertis, et ils peuvent l'être soit en espace d'activité, soit en espace d'habitat, soit même en parc urbain. Le parc urbain du Pré-la-Rose à Montbéliard, par exemple, qui est en plein centre-ville, était une ancienne usine. Et d'autres, enfin, sont déqualifiés ou plus communément appelés friches ou partiellement en friche. Donc, pour se répartir le travail, l'agence de Montbéliard a travaillé sur le pays de Montbéliard et l'agence de Belfort a identifié les sites sur le pays d'Héricourt et puis des environs de Belfort. Ensuite, à partir de l'ensemble de ces matériaux qu'on a pu repérer aussi grâce aux bases Basol et Basias, nous avons procédé à une analyse un peu technique pour savoir sur quel site on pouvait potentiellement essaimer les méthodes qui sont développées sur le site de Vieux-Charmont. Le premier des critères, c'est qu'il faut que le site soit pollué, parce qu'on ne fait pas de phytomanagement s'il n'y a pas des contaminants à gérer sur un site donné. C'est un prérequis, mais la pollution ne doit pas être trop forte, parce que sinon, il y a une écotoxicité, et là, la plante n'est plus capable, sauf à l'aider par des amendements tels que je l'ai évoqué tout à l'heure, de gérer la quantité trop importante de polluants.
Et ensuite, les polluants doivent être accessibles aux végétaux. Donc, on est plutôt dans les horizons de surface avec les 30 à 50 premiers centimètres pour les strates herbacées ou arbustives. Et puis un peu 1 mètre, 1,50 m pour les arbres. Le deuxième critère pour sélectionner les sites, c'est que le site ne doit pas être réhabilité dans les plus brefs délais. Parce que c'est un processus qui prend du temps. Et donc, s'il y a un projet urbain qui doit être fait rapidement, les techniques de phytomanagement ne sont pas préconisées. Par contre, si vous avez plusieurs sites industriels anciens et puis que vous savez que ça va prendre 4 ans, 5 ans pour le premier, puis qu'ensuite vous attaquerez au deuxième, au troisième, et que les temporalités sont longues sur certains sites, ça peut être une manière de gérer les sols pour éviter la dissémination de la pollution et l'amélioration des caractéristiques pédologiques des sols. Et enfin, il faut que le site soit suffisamment vaste, puisqu'on cherche à produire de la biomasse. On n'est pas dans le cas d'un petit jardin là, parce qu'on va intervenir avec des engins de type presque mécanisé, un peu agricole. Et donc, par exemple, sur le Vieux Charmont, on a une surface d'environ 2 hectares. À partir de 1 hectare, ça peut devenir intéressant. Et enfin, le projet envisagé, il faut que le site ait vocation à être au moins partiellement un aménagement paysager ou à produire de la biomasse. Et puis, d'avoir cette volonté assez forte de restaurer ou d'améliorer les fonctions du sol, dont parlait Cécile tout à l'heure. Sur le volet de sensibilisation de la société civile, plusieurs méthodes sont possibles. Nous, à l'agence, nous allons pouvoir bénéficier de la possibilité de faire visiter à partir de l'année prochaine le site de Vieux Charmont, mais on cherche aussi à sensibiliser la société civile. En 2020, par exemple, on a fait un atelier avec des collégiens et l'agence d'urbanisme de Montbéliard a encadré des étudiants de l'UTBM pour pouvoir intervenir dans un collège et expliquer les questions de phytomanagement et faire prendre conscience à des collégiens qui sont situés à côté de Vieux Charmont de la pollution de ce site et pour qu'ils sachent de quoi on parle à ce moment-là et quels sont les dangers. C'était une classe de 6e et donc on a fait 4 ateliers avec des polluants qui étaient fictifs où on leur a fait observer les racines pour comprendre que la plante était capable d'extraire des choses à partir de ses racines. On leur a montré un certain nombre de polluants visibles d'un peu de terre, mais également les polluants invisibles. Vous avez exemple ici avec le petit arrosoir et l'entonnoir orange. Donc là, on leur avait montré la terre telle qu'on peut la voir et on leur a demandé est-ce que c'est pollué. Et puis ils ont dit non parce qu'auparavant, ils avaient vu les polluants visibles. Et puis finalement, on a mis cette terre dans un filtre à café et on a versé de l'eau par-dessus. Et comme on avait mis du bleu de méthylène, l'eau a coulé bleue en dessous. Et donc, ça leur a fait prendre conscience que cette pollution n'était pas toujours visible. Et c'est fort souvent le cas sur nos sites industriels anciens qui sont revégétalisés spontanément. La pollution est toujours là et cet héritage, il mérite aussi d'être observé pour voir si ça ne se diffuse pas vers des strates plus lointaines et puis vers les nappes phréatiques. Donc quand on applique ça sur la friche de Vieux Charmont, qui est un site qui était anciennement une usine d'horlogerie et puis qui aujourd'hui fait de la sous-traitance pour l'automobile et puis du traitement de surface de métaux et la fabrication de pistons. Ce site-là, il est actuellement complètement clos, gelé et coupé de son contexte urbain et paysager parce que il y a une pollution avérée sur une partie du site. C'est celle qui est encadrée en rouge sur la photo aérienne que vous voyez tout à l'heure. Pour repérer le site à une échelle plus large, on le voit sur la carte de gauche avec la petite étiquette orange. Donc on voit que c'est un site qui est sur la coulée verte de Belfort-Montbéliard, qui elle-même est bordée par un certain nombre de sites industriels anciens correspondant à toutes les croix oranges qu'on voit sur la carte. Et donc finalement, au quotidien, de nombreux cyclistes passent à côté de cet endroit qui est à côté d'un plan d'eau et ne savent pas qu'il y a des contaminants sur ce sol. Et pour nous, l'objectif, c'est de montrer
qu'il y a ces contaminants, mais aussi qu'il y a une gestion qui peut être effectuée de manière différente sur ces espaces-là à partir des plantes. Et c'est-à-dire de raccorder une partie de la piste cyclable à cet espace-là pour pouvoir le faire visiter en sécurité, en partie, tout du moins, le visiter en partie, pour que les personnes comprennent qu'on a un héritage industriel qui est celui de la pollution, qui est à gérer, et peut-être aussi sensibiliser les plus jeunes et puis les élus à la manière de fabriquer des usines aujourd'hui pour éviter de reproduire ces erreurs-là et d'avoir plus tard à gérer un autre héritage qui pourrait être aussi important. Là, vous avez une photographie aérienne du site. Donc, vous voyez que la végétation s'est développée spontanément sur ce secteur et qu'on est dans un espace inséré dans un tissu urbain. À l'arrière-plan, les sheds que vous voyez, et les tours, c'est le centre-ville de Sochaux et puis l'usine de Stellantis. Alors, sur l'objectif par rapport à ce site-là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a la ligne qui est continue, qui est un peu dans une couleur sable, qui représente la coulée verte de Belfort-Montbéliard. Et on cherche à rattacher et à connecter cette coulée verte à notre espace qui aujourd'hui est complètement clos et fermé. Et l'idée, c'est de pouvoir assurer un circuit pour montrer un laboratoire et la manière dont les chercheurs travaillent sur cet espace-là et les capteurs sont mis en place avec un certain nombre de cartels et puis d'outils didactiques qui seront animés par le pavillon des sciences pour qu'on explique les différents principes de phytorémédiation, phytostabilisation et de gestion de la pollution par les plantes. L'idée, c'est d'avoir une ouverture visuelle vers ce site-là et un certain nombre de clairières didactiques et la découverte de la phytorémédiation, une sensibilisation aux impacts que l'homme a pu avoir sur les sols en gérant pas tout à fait la pollution à l'époque parce qu'on n'avait pas autant de connaissances qu'on en a aujourd'hui. Alors, si peut-être juste si j'ai encore quelques minutes, il est 43, je les prends. Ça, c'était le principe du projet d'origine. Vous voyez, les clairières didactiques étaient assez larges et puis le public pouvait accéder assez largement dans le site. Après avoir fait ce schéma d'origine, qui date d'il y a 1 an et demi, il y a eu un plan de gestion qui a été mis en place et le plan de gestion indiquait que les espaces accessibles au public devaient être recouverts de terre végétale pour éviter le retour, enfin la possibilité pour des jeunes enfants notamment de manger de la terre sur le site. Et donc, du fait de ce plan de gestion, on a été amené à changer le plan de composition pour limiter un peu les espaces accessibles tout public et laisser davantage d'espace à utiliser par les chercheurs qui travailleront dans le laboratoire qui sera situé sur place, de manière à ne pas avoir un projet qui soit non économiquement faisable. Et c'est important de toujours confronter les principes d'aménagement urbain avec un plan de gestion, avec les capacités des chercheurs, de manière à avoir le projet le plus optimal possible sur un secteur donné. L'autre chose que je voulais vous dire à ce stade, c'est qu'il y a de la végétation spontanée qui a poussé sur le site. Les chercheurs ont aussi regardé quels étaient les végétaux en place pour savoir, en fonction de la manière dont ils allaient gérer le site, lesquels seraient conservés parce qu'ils permettent de stabiliser les polluants et les contaminants au niveau des racines et lesquels allaient être enlevés et remplacés par d'autres végétaux parce qu'ils avaient tendance à extraire trop fortement les polluants, ce qui n'était pas l'objectif sur ce secteur-là. On fera également ils feront également plusieurs tests à partir de strates herbacées, notamment des orties, pour voir comment elles se comportent sur la gestion de plusieurs polluants en même temps. Donc, ça va être un laboratoire complètement
vivant pour les prochains mois, prochaines années. Et on espère bien pouvoir tirer des enseignements pour pouvoir gérer et sécuriser l'utilisation de la biomasse si on traite d'autres sites de cette manière-là. Michel Chalot, qui est le responsable le pilote du consortium, nous indiquait que certains arbres n'extraient pas du tout certains polluants et que du coup, on peut très bien utiliser ces sites-là pour produire de la biomasse qui peut être utilisée après dans des chaudières de bois. Dans le Nord, il y a d'autres exemples où ils utilisent des fibres de chanvre pour de la méthanisation. Et donc, il faut, pour nous, l'intérêt d'un projet comme ça, c'est de garantir qu'en réutilisant la biomasse, on ne dissémine pas ailleurs la pollution parce qu'on ne cherche pas non plus à faire n'importe quoi à partir de ces sites-là et hors de question de faire prendre des risques. Et donc, c'est important qu'il y ait des tests en grandeur réelle et pas juste en laboratoire sur des projets de ce type-là. Donc, les avantages techniques, c'est bien sûr une adéquation avec les principes du développement durable. On peut valoriser foncièrement et économiquement le terrain. On peut gérer les terres polluées in situ, parce que finalement, quand on fait de la dépollution par excavation, on déplace complètement des terres contaminées, plus ou moins contaminées dans des décharges spécialisées, mais ça ne gère pas la question de la pollution. Il y a des avantages mentaux avec la limitation de l'érosion du sol. Dans certains secteurs, comme les secteurs qui ont des terrils, ça limite aussi l'envol des poussières, ça limite le lessivage des sols. Et puis surtout, on peut maintenir ou restaurer de la microflore et de la microfaune, ce qui explique ce que disait Cécile tout à l'heure, cette biodiversité qui peut être très importante sur ces sites-là. Et on peut valoriser économiquement la biomasse. J'ai mis 8 mais parce qu'il faut garantir que cette biomasse n'est pas contaminée. Parce que si vous extrayez des éléments traces métalliques, et ben, une fois que le bois a fini de brûler dans votre chaudière, vous pouvez vous retrouver avec des métaux lourds dans vos cendres. Et ce n'est pas l'objectif. Donc, pour utiliser de la biomasse extraite de sites et sols contaminés, il faut que les plantes stabilisent les polluants au niveau des racines et pas qu'elles les extraient dans leur partie aérienne. Il y a par contre des limites liées aux végétaux parce qu'il faut pour que les racines puissent accéder aux contaminants, donc 50 cm à 1,50 m maxi. Ça peut être une dépollution seulement partielle par l'extraction parce que la plante ne peut absorber que ce qu'elle peut digérer, c'est la fraction absorbable par les plantes. Il faut aussi qu'il y ait une adéquation entre la plante et puis le contaminant. Et il ne faut pas que ce soit trop concentré pour que ce ne soit pas toxique pour la plante. Il y a enfin des limites liées au projet urbain. Il faut une temporalité longue, mais ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, un atout dans le cas de la gestion de l'attente. Dans le diaporama, je pense que Cécile le mettra aussi à disposition. On a mis quelques études qu'on a faites à l'agence d'urbanisme, un pré-inventaire du patrimoine industriel. Ça fait plusieurs années effectivement qu'on travaille dessus. Si vous voulez en savoir plus sur le site de Vieux-Charmont, c'est le deuxième lien. Et puis, on a ensuite des récits cartographiques ou des journées à durable qu'on avait organisées sur d'anciens sites ou territoires industriels. Donc, c'est accessible aussi sur le site de l'agence. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vais arrêter le partage d'écran. Merci beaucoup, Cathy. C'était très intéressant. J'ai appris plein de choses. On a du coup maintenant un petit peu de temps pour quelques questions-réponses, éventuellement si vous avez des remarques ou des questions sur ce qui a été présenté. Donc, vous pouvez lever la main grâce aux petits onglets que vous avez sur le bas de votre écran et on vous passera la parole au fur et à mesure. Je viens juste de voir que quelqu'un m'a demandé de parler un peu plus fort et puis je n'avais pas vu le message parce que je n'avais pas affiché le chat. Je suis désolée.
Nous, on vous a entendu, mais... Alors, n'hésitez pas. Je sais pas, je sais qu'il y a quelques élus parmi nous, si ils peuvent aussi témoigner de ce qui se fait sur leur commune, ou s'ils ont éventuellement des sites qui ont des points communs avec ce qu'on a pu présenter ici. De parole. On était tellement complètes et complémentaires qu'il n'y a pas de questions. Ce qu'on peut retenir, c'est un sujet vaste et il y a encore beaucoup de progrès attendus, d'acceptabilité. Également, côté technique, des progrès sûrement qui vont rendre ces techniques plus intéressantes. On a une question. Oui, je n'arrive pas à lever la main, mais je veux bien poser une question. Ah, alors, Vous m'entendez ? Oui, monsieur Clément, c'est ça? C'est ça, oui. Voilà. Oui, alors au regard des projets que vous avez présentés, on voit bien que ça nécessite une ingénierie qui est quand même assez importante. Et quid des petites communes? Est-ce qu'elles ont la possibilité de se lancer dans de tels projets avec les moyens dont elles disposent? Parce que le titre, c'était Ville et village. Donc, village, comment ils peuvent, eux, porter ce genre de projets qui sont quand même très conséquents? Alors, je réponds juste sur la partie mise en place d'une gestion écologique des espaces verts. Ça, c'est quelque chose qui est accessible également pour des communes de taille modeste. Hein. Il y a des accompagnements qui sont possibles. Effectivement, la question, c'est le fait qu'il y ait souvent peu d'agents qui soient dévolus à la gestion des espaces verts. Et justement, la mise en place d'une gestion alternative, ça permet aussi de rentabiliser certaines pratiques et d'avoir une efficacité plus importante et une réduction aussi d'utilisation des ressources, de l'arrosage, etc. Donc pour ça, c'est accessible effectivement également aux petites communes. C'est vrai qu'après, sur des projets plus complexes de dépollution ou de gestion d'anciens sites industriels, je vais peut-être laisser Cathy répondre. Oui. Alors, Vieux-Charmont, l'exemple que je vous ai montré, c'est une commune de 2700 habitants. C'est pas le village, le bourg de Vieux-Charmont qui porte le projet. Elle est impliquée dans le projet, mais c'est l'agglomération du Pays de Montbéliard, PMA, Pays de Montbéliard Agglomération, qui porte ce projet. Et il y a eu un financement, hein, vous avez vu quand même, 496 000 € de l'Agence nationale de la recherche pour le déploiement de ce projet-là. Pays de Montbéliard Agglomération a assuré la conception du parc en lien avec les chercheurs, ainsi que la mise en place du projet avec la création des allées, le partenariat avec le pavillon des sciences pour la réalisation d'un certain nombre de cartels et la construction qui va venir à partir de l'année prochaine du laboratoire in situ. Ça, c'est porté par l'agglomération. On a présenté le projet à Vieux-Charmont avant de commencer en disant l'agglo est prête à porter ça pour avoir un site pilote et montrer ce qu'il est possible de faire sur des sites de ce type-là, mais il faut que la commune, petite commune de Vieux-Charmont, s'engage à entretenir les espaces qui seront accessibles au public ultérieurement. Et c'est ce partenariat-là qui a été conclu de manière à ce que chacun apporte sa pierre à l'édifice pour pouvoir réaliser ce projet. Alors, il y a une question dans le chat, alors je ne sais pas, c'est une question technique, hein, je ne sais pas si quelqu'un pourrait répondre. À part le champ, le miscanthus a-t-il aussi des propriétés dépolluantes? Alors, je n'ai pas la réponse à cette question et je peux la poser à Michel Chalot. Et du coup, je redonnerai la réponse à Cécile qui retransmettra si vous voulez bien. Parce que la partie dépollution, je connais
certaines plantes par rapport aux exemples qu'ont pu me donner les chercheurs, mais c'est vraiment eux qui détiennent cette science-là et qui vont continuer à étudier les capacités des plantes dans le cadre de ce projet-là. Excusez-moi. Oui, alors. Je ne parviens pas à lever la main. Pierre Noguès. Ah oui, très bien. Et puis ensuite, on laissera la parole à Brigitte Daranda qui avait aussi fait signe, hein, c'est ça? Donc, Monsieur Noguès, c'est ça? Je vous laisse la parole. Oui, oui, bonjour, désolé, je vous ai rejoint un petit peu plus tard. Merci pour ces présentations très complètes. C'est plus un complément, ça m'a fait penser aussi aux techniques de dépollution des eaux, les rhizosphères qui, elles aussi, ont fait leurs preuves. Hein. C'est une technique qui a été inventée dès le 19e et qui, là aussi, puisqu'on est sur le thème de villes et villages, libérons la nature, c'est une technique effectivement de dépollution des eaux usées tout à fait intéressante, qui nécessite de la place, puisqu'il faut à peu près 1 mètre carré par équivalent habitant hein, pour traiter ces eaux usées. Mais ça peut être aussi des combinaisons intéressantes, hein, je pense, avec le traitement également de pollution de sol. Quoi. Et peut-être ajouter que ces techniques sont aussi performantes qu'une station classique que l'on peut trouver. Ça a longtemps été la discussion, mais aujourd'hui, beaucoup de stations ont fait leurs preuves avec des niveaux d'épuration vraiment très performants. À titre d'exemple, par exemple, la plateforme d'Ensheim, aéroportuaire, est entièrement traitée par une rhizosphère. L'aéroport de Bâle-Mulhouse aussi, pour ses eaux pluviales. Ça peut être intéressant aussi pour les eaux pluviales, même si l'équilibre organique de ces eaux doit être complété pour arriver à avoir une épuration complète. Mais voilà, je voulais ajouter juste cette idée. Merci en tout cas. Merci. Brigitte. Oui, je voulais en fait revenir sur les critères d'éligibilité pour utiliser ces phytotechnologies. Vous avez notamment mis en avant le facteur temps, qu'il ne fallait pas envisager quelque chose si on voulait tout de suite réutiliser le terrain, que de toute façon, ça allait prendre du temps. Et je voulais que vous précisiez quel est ce temps. Est-ce que c'est 10 ans? Est-ce que c'est 5 ans? Est-ce que c'est 20 ans? Alors, pour arriver à avoir un impact sur les contaminants du sol, ça se compte plutôt en plusieurs dizaines d'années. Ce qui est intéressant dans la gestion de ces sites-là, par les plantes, c'est que même si vous ne dépolluez pas, vous faites en sorte que les sols ne soient pas lessivés et que la pollution ne se diffuse pas dans la nappe et après dans les cours d'eau, parce qu'il y a des mouvements aussi dans les nappes phréatiques. Et cette dissémination de la pollution peut être dangereuse en aval d'un terrain ou d'un site pollué. Donc, le sol, il va mettre très longtemps à améliorer ses qualités, mais par contre, vous préservez en utilisant des techniques de ce type-là la diffusion et la dissémination des polluants si les plantes qui sont en place arrivent à capter et à fixer les contaminants sur cet espace donné. Et c'est ça l'intérêt. Les sites les plus délicats, ce sont ceux où la terre est à nu, et puis la partie terrile et autres, c'est délicat parce que comme il n'y a pas de plantes en général dessus, eh bien, on a possiblement des envols de poussière, un lessivage, etc. Et les plantes ont cet aspect bénéfique aussi. Après, ce qu'on va essayer de voir, nous aussi, je pense, mais c'est encore dans le repérage qu'on fait de ces sites à l'échelle du Nord-Franche-Comté, c'est de voir si le temps de maturation d'un projet sur un espace donné, en mettant en place ces techniques, ça peut être intéressant, et puis qu'ensuite le projet se mette en place et qu'une partie du site, par exemple, pourrait être maintenue en gestion par phytomanagement. Parce que en général, les sites industriels sont quasiment urbanisés avec un coefficient d'emprise au sol parfois de 80-90%. Et quand on réutilise un site industriel ancien, en général, si ce n'est pas pour de l'activité économique, on dédensifie des espaces.
Et donc, il pourrait y avoir aussi des choses un peu mixtes où on maintient une partie des bâtiments pour les réutiliser ou les réhabiliter. Et puis l'autre partie est gérée par les plantes avec un regard sur ce qui est mis en place pour pouvoir gérer la pollution. Alors, on a une question sur le chat de Adeline Blum de la ville de Mulhouse. Quel est le coût global du projet sur Vieux-Charmont? Y a-t-il d'autres financeurs du projet? On a répondu en partie à la question, mais peut-être s'il y avait d'autres partenaires qui n'ont pas été évoqués. Alors, effectivement, le coût du laboratoire, là, le coût d'objectif du laboratoire, ça va être de 175 000 € pour la partie labo qui sera mise en place. Donc ça, c'est le coût d'objectif bâtiment. Et puis, sur le parc, c'est de l'ordre... il faudrait que je revérifie avec le responsable du projet APMA. Je ne vais pas vous dire un chiffre là parce que je risque de me tromper par rapport à la dernière mouture du projet. En tout cas, le projet est financé quasiment à 80%, en partie grâce au fonds Friche de l'ADEME. Et la gestion du site, il y a une contribution de l'Agence nationale de la recherche à hauteur de 496 000 € sur le projet. Et après, l'investissement, le temps à passer par le personnel de la ville de Vieux-Charmont au bout de 4 ans, lorsqu'ils devront entretenir les allées comme un parc, finalement, ça rentrera dans le coût de fonctionnement de la commune de Vieux-Charmont, avec un objectif d'avoir des interventions assez minimales telles qu'elles ont pu être exposées dans la première partie par Cécile, donc plutôt une gestion différenciée, écologique, mais compatible avec ces questions de phytomanagement. Et la partie scientifique continuera d'être gérée par les scientifiques. Je vous redonnerai les coûts aussi au mètre carré ou par hectare pour la partie parc, parce que le projet a été repris là par rapport au plan de gestion, et comme ça vous aurez les éléments les plus précis. Oui, je précise d'ailleurs que donc notre événement est enregistré, donc tous les participants recevront un lien pour pouvoir le revisionner, et puis en général on fait un petit document qui résume un petit peu les échanges, et on peut effectivement rappeler des liens ou préciser certaines choses. Si Cathy, tu nous donnes des éléments complémentaires, on pourra les mentionner dans ce petit document que vous recevrez. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il n'y a plus rien dans le chat. Voilà, dans ce cas, on va aller 9h, quelques minutes. Donc, on vous remercie. Le programme des matinales de 2022 n'est pas encore tout à fait calé. On a déjà plein de